Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. C'est parti pour la semaine 15. On est lundi après-midi et j'ai pas mal de petites bricoles à faire. On va commencer par un semis de radis. Donc j'attelle le cultirato. On va aller préparer ça. Ensuite semer les radis. Je vais profiter d'avoir le cultirato pour faire un peu de nettoyage dans quelques serres qui se sont ressalis avant de décompacter. Mais avant ça, je dois d'abord atteler l'épandeur à nappe et épandre de l'aspargite dans les serres pour ce qui sera avant concombre, aubergine, poivron, avant le deuxième lot de tomates aussi. Je vais en profiter pour mettre de l'engrais aussi dans les fourrières de pommes de terre, puisque j'ai acheté du plan ce matin en plus pour finir mes fourrières. On ira planter ça demain quand on aura du monde. Ensuite je prends le gros tracteur, enfin le Valtra 310 chevaux. Je vais, pendant que la rotative est attelée, on va travailler les fourrières pour demain planter. Ensuite je dételle et j'attelle la benne. Je vais chercher 14 tonnes de blé pour mettre dans ma cellule parce que je suis bientôt à vide. Et bah voilà, ce sera déjà pas mal. Donc on a un peu de pain sur la planche, on a du bread on the board comme disent les Amerlocs. Donc allez, let's go, c'est parti. Et ici, une bande pour mes radis. On va semer illico presto. Nous voilà sur le champ de pommes de terre avec l'épandeur à nappe. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait les réglages de densité. En fait j'ai calculé combien écouler en fait sur 30 secondes. Comme ça j'en ai déduit la vitesse que je devais avoir pour apporter la quantité souhaitée. En l'occurrence ici c'est 5 km/h grâce à un petit produit en croix. Merci aux profs de maths qui nous ont appris ça, parce que le produit en croix c'est certainement la chose qu'on utilise le plus dans notre métier. Pythagore beaucoup moins. Bon, des fois quand même. Par contre, Thalès pas du tout. Bon, je vais encore mettre l'aspargite dans les serres, mais d'abord, je vais aller chercher la benne de la Cuma et aller récupérer les 14 tonnes de blé, parce que le temps file. Et si je fais tout ce que je voulais avant, et ben la COP sera fermée. Donc, je vais d'abord faire ça. J'ai pris l'autre tracteur. Voilà, j'ai récupéré la benne. On est parti. On va à 8 km d'ici chercher le blé. Allez, chargement de la benne par notre amie Patrice. C'est comme pour les pains, t'as pas plus haut que le verre. Y a pas de mousse. Ça dépend si c'est plat. Allez, épandage de l'aspargite ici. Alors au début je suis un peu obligé de secouer parce que ça a tendance à voûter. Quand ça se vide après c'est beaucoup mieux. Et c'est bien sali ici. Après la mâche. Là c'est pour les tomates. Allez, un petit coup de Karcher.
pour un petit moment lui normalement. Bon, le temps file et je suis loin d'avoir fait ce que je voulais. Mais il me reste encore à vider la benne au moins pour ce soir. Il faut que je récupère la vis qui est accrochée tout en haut là-bas. Donc d'habitude il n'y a rien qui me monte. Mais là comme je suis tout seul, et bah système D. J'enclenche le mode Yamakasi. Salut, c'est Clément Josse. J'ai oublié d'enlever les portes automatiques. Du coup, bah voilà. Bon, heureusement, je vais pouvoir la rebaisser. Mais bon, j'ai tout ça à pelleter quoi. Ah putain, tu vois, quand je me suis arrêté bosser, je suis parti manger. Je suis revenu la fleur au fusil, j'y allais, c'est reparti. Et bim, bam boum. Bon voilà, c'est mieux comme ça. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Et j'avais toujours cette hantise, je me suis toujours dit qu'une fois ça allait m'arriver. Bon, heureusement je l'ai vu tout de suite hein. Parce que là si j'avais eu les 14 tonnes vidées là-dedans, ça aurait été chaud. Allez, c'est tout bon, on rentre au bercail. 6h 22h, c'est déjà pas mal pour commencer la semaine. À demain. Allez, on est mardi matin, on enchaîne direct. Mais avant, je vous montre, j'ai reçu, c'était d'ailleurs fin de semaine dernière, j'ai reçu un carton. Parce que je me suis fait un petit cadeau. Par contre, j'aurais pas du tout le temps de m'en occuper de ça cette semaine. Donc suspense, jusqu'à la semaine prochaine certainement. Pour le déballage et le montage. Du coup, première activité de la journée, c'est de venir ici passer la herse sur les fourrières, du moins les deux bandes qu'on va planter au milieu des compacteurs. Et après je vais juste tracer les deux autres bandes, juste pour dire de niveler et d'avoir ma démarcation pour mes passages au tracteur. Une fourrière c'est 12 mètres. Voilà, du coup je fais mon quatrième passage. Celui-ci il est en travers des buts. Pourquoi? Parce que, alors comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, il a une coupure GPS à 12 mètres du bord. Et forcément il continue de faire marcher sa machine pour bien couvrir les dernières patates. Donc là on est en train de travailler de la terre, mais qu'il n'y a pas des buts, mais il n'y a pas de plan dedans. Puisque j'ai une largeur rotative de 3 mètres. 4 x 3, 12 mètres.
Quasiment. Je suis pas au GPS, mais je dois pas être loin du contrôle. Bah, ces débuts en traverse, c'est un peu rodéo. Hein. Bon, on est également en train de stolonner les fraises. Quand on dit stolonner, c'est un abus de langage pour dire qu'on enlève les stolons. Les stolons, c'est ça. Et en fait, ça pompe de l'énergie sur le plant, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que c'est, il crée une nouvelle plante en fait. À partir de là, c'est souvent à partir de là qu'on peut créer une nouvelle, un nouveau plant de fraisier. Mais du coup, nous, ça nous intéresse pas. Donc, il faut les enlever pour que ça ne pompe pas l'énergie et que tout parte dans le plant. On voit tout mis par terre là. Et des fois on a des grands stolons comme ça. Voilà. Bon là il faut commencer à l'enlever. Je vais essayer de vous en montrer un grand. Là où c'est pas encore passé. Regardez par exemple sur ce plan là. Il y en a 1, 2, 3. Il y a 4 stolons qu'on peut enlever. Donc soit on les pince, soit au couteau, enfin au ciseau pardon. Comme ça on concentre bien l'énergie sur le développement des fruits. Ah, il y en a parfois des gros comme ça. Donc là ils vont commencer à bien pomper parce qu'il va développer. Donc du coup c'est important de l'enlever. Et quand ils sont gros, ils sont plus difficiles à pincer. C'est mieux d'avoir un petit sécateur. Alors je sais pas si c'est parce que la Magnum est peut-être un peu plus tardive. Normalement non. Bon après le développement foliaire est plus important sur la Jolie, mais également on voit qu'il y a beaucoup plus, enfin il y a quand même pas mal de fruits en plus. Alors il y en a encore qui doivent arriver, mais j'ai l'impression que sur les Jolies il y a plus de fruits qu'ici sur les Magnum. On verra si ça se confirme à la fin. C'est parti pour la plantation des fourrières. J'ai attelé du coup la vieille planteuse. Retour 50 ans en arrière. Là en plus il faut être 5, donc là pour l'instant on est 3, j'attends encore mes parents. Donc on peut pas commencer. Allez là c'est parti. Gros chantier 2025. Je suis bien content de ne pas devoir tout faire comme ça, je te le dis. Bon, ça va pas trop mal. Voilà, on met un petit coup d'accélérateur pour voir comment ça gueule derrière. Allez. Et là, tout de suite ça merde. Voilà, on peut à présent dire que la plantation 2025 est terminée. Et là, mes calculs sont bons. J'avais prévu du coup pour 2 bandes sur les côtés. Et je me laisse 2 de passage. Alors c'est un peu beaucoup. Généralement on peut laisser un de passage. Mais si jamais je dois arroser, c'est quand même beaucoup plus pratique avec 2 de passage. Allez, maintenant je prends la charrue et je dois faire un tout petit bout juste pour les salades et les choux qui arrivent incessamment sous peu, aujourd'hui, demain, après-demain, je sais pas. Mais enfin un petit labour. Comme ça va aller bien. Bon, le labour frais, ça va aller, c'est sûr. Par contre, il me restait un petit bout de labour la dernière fois. Bah celui-là, je vais pas le casser. Ça c'est clair et net, à moins qu'il repleuve. Donc 2 possibilités, soit je laisse tomber cette partie-là, on reviendra une autre fois. Je travaille un petit peu plus pour les plantations là. Soit je mets l'irrigation. Ouais, ici ça va aller, ça c'est sûr. On va regarder ce que ça donne les salades, on va en profiter. Donc voyons voir. Et bah c'est pas trop mal hein. Sans arrosage, 0 pluie depuis la plantation. Juste le petit coup avec le cubi de 1000 litres là. Et P17 plus paillage plastique. Et bah ça garde bien l'humidité en fait en dessous. Bon là ça c'est ces petites brûlures là. C'est des brûlures de... Enfin
C'est des coups en fait à cause du P17 qui volent des fois. Mais c'est pas du tout, c'est pas gênant. Hein. Ça c'est les premières feuilles, après ça va grossir, il y aura plus ça. Ça on a toujours ça des fois avec les P17 quand ils sont pas bien tendus, mais même bien tendus, il y a toujours un petit peu de... Ça bat un petit peu comme ça, c'est pas top. Ensuite ici on a les premiers brocolis qu'on avait plantés. Pareil, ah, P17. Encore bien de l'humidité, pas loin. Ça c'est bien. On voit un bon développement, hein. Ils sont vigoureux. Et les premières patates qui font leur apparition. Ouais. C'est pareil, ça avance vite. De toute façon cette année, hein. Ils vont mettre au sortir la majorité. Ici. Donc après avoir la technique, mais généralement sur des précoces comme ça, je laisse sortir et je rebute après une fois qu'il y a un bouquet. D'ailleurs, faut qu'on bute les pommes de terre à l'intérieur de la serre. Ça c'est assez urgent, ça va bientôt couvrir la terre. Bon, parce qu'il devait arriver, arriva. Hein. C'est la fin. Donc, je broie tout le reste du poireau. Alors je le vois qu'il est monté d'ici maintenant, les bâtons ils arrivent carrément à dépasser du poireau. On en aura fait un paquet cette année, mais c'est vrai que voilà, les rendements étaient là. C'est comme ça. Demain on épand le fumier ici pour mettre du maïs dès que ça ira. Bon, je m'embête pas, je le fais avec le cultirato. Hein. De toute façon, j'ai quelques bricoles à faire, j'ai les poireaux ici, j'ai un petit reste de chou vert à passer aussi, les choux cales aussi qui sont finis. Puis voilà, la saison des légumes d'hiver 2023-2024, non 2024-2025 pardon, est terminée. Alors ce qui est marrant, c'est que la dernière fois que j'ai broyé du poireau, c'était également sur ce champ ici. C'est pas dans la même configuration, c'était en travers des lignes là. C'était ici aussi, alors c'était il y a quelle année? Il doit avoir 4 ans je pense. Sinon depuis j'avais jamais broyé de poireau. Après alors, depuis on a eu des années avec peut-être un peu moins de rendement aussi. C'est ça, hein, à la fin, au début quand tu plantes tes poireaux, tu sais pas ce que tu auras, donc comme on dit toujours, vaut mieux trop que pas assez. Et c'est vrai que c'est toujours chiant hein, de faire ça, hein. C'est pas agréable. Hein. Je te dis, t'as planté, y a pas de... surtout le temps de plantation en fait. Hein. Tout ça pour ça quoi. C'est le jeu du maraîchage. Alors, juste un petit message parce qu'il y a des passants, des marcheurs qui viennent de s'arrêter pour me demander pourquoi je broyais mon poireau. Donc je leur ai expliqué comme je vous ai expliqué. Mais c'est vrai que je peux comprendre que pour le grand public c'est un peu abstrait tout ça. Et d'ailleurs je réponds aussi aux commentaires qui ont été faits quand j'ai fait ma vidéo sur le poireau là. Il y en a plusieurs qui m'ont dit bah, pourquoi tu laisses pas glaner les gens gratuitement, tu fais un appel pour qu'ils viennent chercher, qu'ils récupèrent le poireau et puis voilà, qu'ils l'ont gratuitement histoire de pas gâcher, pour qu'il n'y ait pas, voilà, pas de gaspillage alimentaire. Mais sauf que la réalité c'est pas comme ça, parce que déjà j'en ai récolté, j'en ai conservé, donc l'objectif moi c'est que les gens ils viennent aussi l'acheter au magasin, ce que j'ai conservé, j'en ai conservé un paquet quand même. Donc faudra que ça soit vendu. Sinon je perds 2 fois, si les personnes viennent chercher gratuitement ici, qui viennent pas chercher au magasin, et ben j'ai perdu 2 fois. Bref. Mais en soi c'est vrai, il n'y a aucun souci pour venir glaner. Bon déjà là c'est hyper dur, donc tu peux y aller avec une bêche, tu vas pas le retirer comme ça. En plus il est monté, donc si en plus ça va. Je vois déjà les gens qui vont me dire ouais tu nous fais glaner mais le poireau il est monté bon commence à connaître un peu hein. Non mais voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de... c'est la réalité économique, on prévoit toujours un peu plus. Si cette année il n'y avait pas eu beaucoup de rendement, et ben j'aurais tout consommé, et là il y a beaucoup de rendement donc je consomme pas tout, c'est voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre explication. Oh, ici je viens de passer le décompacteur pour les futurs les concombres, aubergines, poivrons. Je vais aller dans une autre serre
pour faire avant les tomates, enfin surtout pour désherber après les mâches, parce que c'est en train de bien grandir là. On passera de toute façon avant la plantation. Mais franchement, c'est quand même un outil sympa ça pour nous en serre. Parce que le gros problème de ce décompacteur là, le LSM, c'est les pas de doigts, comme j'en avais déjà parlé. C'est le problème de lissage dans le fond quand c'est humide. Donc dehors ça marche très bien à condition qu'on soit ni trop sec ni trop humide. Si c'est trop sec ça rentre pas, ça n'a pas cette capacité à bien pénétrer. Et si c'est trop humide ça rentre, mais alors là ça te fait une galette en profondeur que tu ne vois pas et qui est très mauvaise d'un point de vue agronomique pour le développement racinaire. Par contre en serre on contrôle un peu, enfin l'humidité des profondeurs elle est jamais extrême. On arrose mais voilà, ça on arrive difficilement, à moins d'arroser très fort en hiver, à avoir un fond humide. Donc le fond est toujours un peu assez sec. Donc pour ça ça va super bien. En plus du fait du gabarit avec les 4 dents là, on sait tirer avec 70 chevaux. Alors il y va hein, surtout quand on va bien profond. 70 chevaux c'est le minimum. Mais bon après c'est du léger. Et bon la terre est tellement facile en serre que à la limite tu peux déchaumer avec, tu peux décompacter, enfin on fait tout avec ça. Allez, autour de la filmeuse pour les salades qui viennent d'arriver, ainsi que le reste des plants de tomates, enfin des tomates cerises. Et merde, c'est déjà la fin du film. Ah, je pensais en avoir assez pour tout faire. Putain. Allez, petit passage au stand et c'est reparti. Avec un paillage un petit peu différent, parce que avant on était sur du 14 trous au mètre carré, et depuis cette année j'ai pris du 10 trous au mètre carré, donc on va planter un petit peu moins dense pour des raisons fongiques, notamment pour gérer plus facilement le mildiou, le brémia de la salade. C'est un problème fongique qui est de plus en plus embêtant au niveau de la salade, parce que les variétés sont de moins en moins résistantes. Et des fois il y a des variétés qui ont des gènes de résistance, mais au bout d'une année cette résistance elle est perdue, donc du coup on est obligé de passer sur d'autres variétés. Mais aujourd'hui le problème c'est qu'il n'y a plus aucune quasiment variété qui sont vraiment résistantes au mildiou. Donc un des moyens de lutte c'est l'aération comme d'habitude hein. Sur du paillage à 14 trous, quand les salades sont à point, c'est couvert de végétation. Tandis qu'en 10 trous, il y a encore de l'air qui passe entre deux, un meilleur séchage le matin. Donc du coup, un potentiel mildiou un peu plus faible. Il y a la différence ici. J'ai à peu près 2 mains entre 2 trous, tandis que là, 1 main et demie. Donc forcément, plus de paillage, plus de place, donc un coût de production un peu plus élevé. Mais si ça peut nous aider contre la dure lutte contre le mildiou, bah pourquoi pas. Allons-y gaiement. Allez, terminé. Bonne petite terre ici. Bon, par ici ça plante les tomates cerises. Les tomates cerises, du coup, je vous montre ce qu'on a comme variété. Là-bas, ils ont déjà planté de la date orange. Donc ça, c'est une tomate cerise orange, forcément. Ensuite, ici, on a de la Sun Peach. Sun Peach, ça doit être la jaune. Ensuite, on a de la Kumquat Indigo. Ça c'est de la... Alors c'est orange mais c'est avant noir, donc ça fait un peu... C'est un mix noir-orange. Et ici on a 2 duels. Donc duels c'est des tomates cerises rouges allongées. J'ai pas pris de rondes rouges cette année, j'ai pris des rouges allongées. Et il paraît que c'est ça se vend pas mal, enfin c'est ce qui se vend le plus maintenant. Des allongées plutôt que des rondes. Et elle a l'air peu sensible à l'éclatement. Et à faire des grosses tomates cerises.
Donc je pense que ça va être pas mal, à la fois pour la cueillette, mais à la fois aussi pour l'attrait commercial. Donc là Franck il déroule en même temps les tuyaux goutte à goutte. Là ici on avait déjà, bon c'est pas, ils sont pas encore en terre mais ils sont branchés, on n'a plus qu'à les tester, les pipettes là. Et on voit une sacrée différence de développement en fonction des fournisseurs là. Ici c'est de la mode de, c'est la caisse de, enfin il y a des caisses de 40 plans, tandis que là-bas c'est des caisses de 20 plans avec des grosses mottes. Là c'est des plus petites mottes et ouais, donc le plan est beaucoup plus petit. Après de la tomate cerise généralement c'est assez rapide. De toute façon on va faire pareil que pour celle-ci là-bas, on va mettre un petit voile autour pour essayer d'accélérer tout ça parce que c'est bien pareil d'avoir des tomates cerises assez tôt. Bon là j'ai récupéré le déchômeur et premier travail ici de reboucher tout ce qui est un peu mal formé pour le confort des épandeurs demain. Parce que du coup l'entreprise vient épandre le fumier, notre fumier demain matin. Donc toutes les grosses ornières je rebouche avec le déchômeur et je garde le déchômeur demain pour repasser tout ce qui a été épandu pour enfouir le fumier. Allez, on termine la journée ici avec le butage des pommes de terre. C'est un peu délicat parce que les pommes de terre sont pas assez grandes, mais ça passe. On se font juste un petit peu, voilà, coucher, mais ça va se relever sans problème. Et surtout, ça assure ici un bon désherbage. Ça me va bien. On va regarder un peu ce qu'il y a au pied là-dessus. Hop là. Et bah il y a du monde en plus. Ah, ça va être super ça. Ça va tout va être viable là-dessus. Pour la chair femme ça va être parfait. On va à côté quand même. Regarde ça. Ça va aller. Ouais, j'ai oublié ici. Regarde ça. Ça va être bien. Bon, on est jeudi matin, notre entrepreneur d'épandage est arrivé pour vider la fumière et tout mettre sur les terres à maïs.
enchaîne direct avec le déchômage pour enfouir tout ça. Parce que bonjour les odeurs, surtout que le vent tape en plein dans la ferme. Et donc du coup vers le magasin de la ferme. Donc c'est quand même pas top au niveau accueil. Donc avant l'ouverture, si on peut avoir tout déchômé, ce sera impeccable. Là je suis en train de passer sur une zone qui n'a pas été touchée encore cette année, après un couvert. Et on voit que ça se travaille facilement, on pourrait semer là-dedans. Par contre à côté, après légumes, j'avais déjà ouvert, vous vous rappelez, pour commencer à niveler, parce que voilà, c'est quand même un chantier après légumes. Et là c'est pas possible de semer parce que toutes les grosses modes en surface sont beaucoup trop sèches. Regardez, on va passer tout de suite. Donc là vous voyez, ouvert. Maintenant on va passer dans la partie légumes pour lesquels on va travailler. Ça va encore. Mais il y a déjà beaucoup plus de grosses modes blanches là, dures, des cailloux en fait. Hein. Et ça a été l'erreur cette année. Tous ceux dont moi qui ont ouvert trop tôt, qui ont laissé sécher, maintenant tu t'es fait avoir. T'as plus qu'à attendre la pluie. Donc on espère que fin de semaine prochaine on aura 10-15 mm au moins. Ça serait super. Bon, par contre dans les endroits où j'ai pas travaillé, c'est raide. Hein. On voit qu'il y a une compaction de surface qui s'est faite avec l'hiver. Voilà, c'est dans les légumes, mais même dans le couvert, on sort de la bonne terre, mais sur la surface c'est dur. Alors ça n'a pas été touché, qu'il y avait un couvert, etc. Wow. Ah, le semi direct là, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Alors l'épandage se termine ici. Plus qu'à faire la petite parcelle dans l'autre commune pour 1,30 hectare et puis c'est bon. Les fourrières. Il y a une bonne couche quand même hein. La différence de couleur là. Tout est enfoui, tout est protégé, la volatilisation, ça c'est bien. Bon, ici la fumigère se termine, je crois qu'il reste un bon épandeur. Je vais le rejoindre sur l'autre parcelle pour commencer à travailler. Voilà, c'est son dernier épandeur là, fini les fourrières. J'ai plus que tout ça à déchaumer. On passe un petit coup là. Et ici, qu'est-ce que c'est raide, mais c'est raide. Wow, wow, wow. Oh. On est vendredi matin et ce matin c'est épandage d'engrais sur les blés. C'est le deuxième apport. Puisqu'il nous annonce un peu de pluie, enfin, du moins je croise les doigts vraiment. Alors peut-être ce week-end mais ce sera pas grand chose, mais surtout début, milieu de semaine prochaine. Donc on profite de faire ça maintenant parce que les blés ont faim. Ils ont très faim. Alors pour les non-initiés, il faut savoir que l'engrais qu'on met en surface comme ça, il ne marchera uniquement s'il y a contact avec de l'humidité. Enfin, même plus que de l'humidité, de l'eau.
Donc aujourd'hui, même une rosée ou une hygrométrie importante ne suffit pas. Enfin, si, va suffire pour faire fondre les granulés d'engrais, mais ça va rester en surface. L'objectif, c'est qu'il y ait de l'eau pour faire pénétrer ça dans le sol, de sorte que ce soit au contact des racines et que les racines puissent le manger du coup. Et l'azote, c'est clairement l'élément numéro 1 dans la nutrition des plantes, l'élément numéro 1 qui permet du coup d'atteindre les rendements souhaités, toutes cultures confondues. Bon, et les approvisionnements en engrais se font à la coopérative locale où sont stockés du coup tous ces engrais, et on vient chercher au fur et à mesure des besoins. Alors je termine mes explications sur l'azote, puisque alors là on est dans un contexte de sécheresse de surface en ce moment. Donc je dis bien de surface parce que les fonds sont humides, mais les conditions météo qu'on a eues très séchantes avec du vent d'est et du soleil ont fait que sur la surface ça s'est très asséché. Donc dans ces conditions là on ne peut pas mettre d'azote, enfin je veux dire il n'y aura pas de valorisation de ce qu'on apporte. Donc on pourrait penser, partant de ce principe là, que si on mettait par exemple tout l'azote au moment du semis, qu'on l'enterrait, eh ben on serait tranquille, puisque ce serait directement au niveau des plantes. Sauf que le problème, ça serait super, mais le problème c'est que l'azote c'est un élément qui est très instable à 3 niveaux différents. Il y a l'instabilité, enfin la mobilité à cause du lessivage. C'est-à-dire que si on met de l'azote avant l'hiver par exemple, et ben toutes les pluies hivernales vont faire descendre au fur et à mesure en fonction de la pluvio l'azote dans le sol, dans les sous-sols. C'est source de pollution, économiquement forcément c'est de l'azote perdu. Et donc du coup on ne fait jamais ça, jamais d'azote avant l'hiver. Même des fois au printemps sur des sols légers, il faut faire attention si on a des grosses pluies, c'est pour ça qu'on ne met pas tout au début. Donc voilà, c'est le premier élément, le lessivage. Le deuxième élément, c'est la partie volatilisation. Donc là c'est le problème qu'on a en ce moment en fait. Si on met l'azote maintenant et qu'il ne pleut pas derrière, et ben selon les formes qu'on utilise, alors pas avec la forme que j'ai derrière parce que c'est une forme ammonitrate, mais quand on a des formes uriques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très sensible à la volatilisation, et si c'est pas rapidement en contact du sol, enfin sous la surface du sol, c'est pas protégé de la volatilisation, et du coup le vent plus la chaleur va faire partir ça dans l'air, égale pollution, égale perte d'argent, toujours pareil. Généralement l'économique et l'environnemental ils se rejoignent assez bien dans notre métier. Et enfin le dernier élément un peu plus on va dire mineur, c'est la partie organisation, c'est-à-dire qu'un de l'azote qu'on va mettre dans le sol qui ne sera pas utilisé va subir, entre guillemets, c'est naturel, mais le cycle d'azote, c'est-à-dire que l'azote va se transformer, va se modifier au fur et à mesure et passer sous forme organique. Et la forme organique n'est pas disponible pour les plantes, elle sera disponible plus tard. Quand elle va subir ce nouveau cycle, en fait, elle repasse en organique, ensuite avec les températures et l'humidité, elle repasse en minéral. Voilà, c'est un enchaînement continuel de transformation. Et tout ça pour dire que voilà, il faut aujourd'hui apporter l'azote au plus près des besoins de la plante. Parce que là, je sais que le blé a faim. Donc on apporte ces granulés au sol, s'il y a de la pluie ce sera en terre, du coup le blé va le pomper directement, il n'y aura pas de perte dans le sol, pas de perte dans l'air, pas de perte par organisation, parce que ce sera mangé tout de suite. Voilà, vous savez tout. Avant d'attaquer le dernier sujet, je voulais vous parler de lecture, de la bonne lecture technique, très importante pour nous maraîchers. C'est des guides que j'ai reçus il y a 2 semaines je crois, donc j'ai pas encore eu le temps d'en parler, qui m'ont été transmis par Pierre Kip de la société Green Plus. Alors Green Plus c'est une société dans l'Est qui vend du matériel agricole, du matériel maraîcher, et ils travaillent en collaboration en fait avec la chambre d'agriculture de l'Est, du Grand Est. Et donc là-bas, la partie légumes s'appelle Planète Légumes, donc c'est assez connu dans le monde du maraîchage, vous devez peut-être connaître. Et Planète Légumes, ils sortent un guide un peu, bon, comme toutes les régions, comme toutes les chambres régionales, elles sortent leur guide en légumes. Et donc, ils m'ont transmis ces guides qui sont
vraiment très bien fait. C'est des beaux outils de travail, on va dire, plus que de la lecture. Et donc ça c'est décliné en 3 volets différents. Il y a la partie désherbage et binage, donc où dedans on va retrouver toutes les solutions de désherbage en pulvérisation, mais aussi les solutions techniques de binage aussi. La partie ici sur le c'est 2025 ici, guide de protection des légumes, c'est-à-dire protection, on entend la protection contre les ravageurs et contre les maladies. Et là-dedans, ça regroupe, je pense, les solutions, je vais regarder, les solutions bio et conventionnelles, et un fascicule réservé uniquement à la partie agriculture biologique, où du coup on a enlevé tous les produits conventionnels et on a vraiment toutes les solutions uniquement bio. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Celui qui est en bio, voilà, il prend que ce guide-là, et au moins il est sûr, il va pas se tromper, il a vraiment toutes les possibilités. Donc c'est vraiment bien fait. On va prendre quelques exemples. Donc on a d'abord un glossaire avec tous les légumes. Donc si on prend un exemple, la carotte ici, 36. Voilà, on a d'abord ici toute la liste de ce qu'on peut utiliser en conventionnel, avec les différents conseils techniques. Et ici, ce qui est vraiment bien, ce que j'apprécie fortement sur ce guide, c'est qu'après on a un petit résumé ici, avec un schéma en fonction des stades, qui est vraiment très parlant, avec différents commentaires pour pas faire de bêtises, voilà, vraiment les petits détails en plus qui font la différence. Et également on a l'aspect binage aussi, désherbage mécanique, où on voit par exemple qu'à partir de tel stade on peut faire tel ou tel binage, à partir de tel stade on peut aller plus sur un autre type de binage. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces différents volets. Pareil, on a des tableaux avec les différentes efficacités des différents programmes sur les mauvaises herbes ici. On voit quand c'est en vert c'est très efficace, en rouge c'est pas efficace, bref. Donc c'est assez complet et c'est pas trop mal. Après on a le guide de protection. Donc là c'est, comme je l'avais dit, uniquement ravageurs et maladies. Pareil, ici le sommaire avec les différentes espèces et toutes les solutions. Et ici mélange utilisable en agriculture biologique et conventionnelle, avec les commentaires. Donc toujours c'est pareil, hein, toujours bien fait. Voilà. Et tout ce qu'il faut ici. Et pour la partie bio uniquement, c'est à peu près c'est le guide 25, enfin c'est le guide de protection en ayant enlevé tous les produits conventionnels. Et c'est pas mal parce que franchement celui qui est en bio, il a vraiment un concentré de tout ce qu'il peut faire. Il sait que ça c'est pour lui. Donc voilà, c'est bien pensé. Voilà, donc si vous n'êtes pas en possession de ces guides, surtout n'hésitez pas à vous en procurer, parce que franchement j'estime qu'aujourd'hui c'est un indispensable. C'est un peu la bible du maraîcher qu'on consulte très régulièrement. Ça nous permet d'être à jour, parce que quand tu as multi-espèces comme ça, 30, 40 espèces, et que tu peux t'appuyer sur des documents techniques qui soient à jour techniquement et réglementairement surtout, parce que réglementairement il y a des solutions qui apparaissent, des solutions qui disparaissent, donc on n'est pas toujours au fait. Et techniquement il y a des personnes qui travaillent pour réaliser ce guide, et ils réalisent ce guide sur la base d'essais. Donc ils travaillent toute l'année, toute la saison précédente de la publication de ce guide, pour faire des essais sur les solutions, sur les différentes solutions proposées qu'on a à notre disposition. Et ensuite ils en établissent du coup des conseils qui vont transposer du coup dans ces guides. Donc vraiment un outil de travail indispensable, j'estime. Donc si vous voulez l'acheter, planète-lfp.fr. Allez, dernier sujet de la semaine, bâchage des tunnels fraisiers. Pourquoi maintenant? Comment on le fait? Alors, pourquoi maintenant? D'habitude, on faisait ça beaucoup plus tôt. Autour du début mars, même des fois fin février si on pouvait, en fonction de si la plante avait eu ses degrés de froid. Et là, cette année, comme je l'avais dit, je vais le faire tard, parce que l'objectif c'est que les fraises en fraisier suspendu, sous serre, sous abri,
et ben l'objectif c'est qu'il soit là en premier et qu'ensuite ici dehors les 3 serres ici ça prenne le relais pour pas que j'ai tout en même temps, sinon j'ai pas la vente pour avoir 3 serres en même temps. Puis l'objectif c'est d'étaler, d'en avoir le plus longtemps possible. Et je m'étais dit j'irai au plus tard possible jusqu'à la floraison, parce que quand il y a des fleurs et qu'ils annoncent de la pluie, et c'est très mauvais, c'est ça qui donne un mauvais goût aux fraises. Les fraises de pleine terre, quand elles sont pas couvertes et qu'elles prennent la pluie, c'est vraiment pas terrible. Nous on le voit des fois sur des bouts de serre qui prennent la pluie, les fraises elles sont pas bonnes du tout. Donc du coup là on a les fleurs, les premières fleurs qui arrivent, là, tous les boutons floraux là qui vont bientôt s'ouvrir. Et puis comme j'annoncerai la pluie la semaine prochaine, on bâche, mais on va bâcher uniquement 2 serres sur les 3 pour essayer d'étaler encore plus. On verra ce que ça donne. Voilà, la deuxième serre est terminée. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y avait un petit peu de vent qui s'est levé, vraiment pas grand chose, mais quand tu mets des grandes bâches comme ça, ça prend tout de suite énormément le vent. Donc c'était un peu la galère. Et j'ai pas filmé pour les cordes parce que j'ai besoin de mes 2 mains, c'est un peu embêtant. Mais bon, même système que l'année dernière, hein, je vous avais déjà expliqué comment on faisait. On met, en fait c'est juste 2 cordes. Avant on mettait une corde par arceau. Maintenant on met juste une longue corde qu'on tire et qu'on passe d'un côté et de l'autre, et une deuxième pour croiser. Bon, c'est sûr, faut pas que les 2 cordes elles pètent. Si elles pètent à un endroit, il y a tout qui part. Mais bon, on prend de la grosse corde et on n'a encore jamais eu de problème pour l'instant. Normalement ça devrait être pas mal, parce que outre la tension, ce que j'avais dit qui était important, c'était surtout d'avoir des arceaux qui ne bougent pas. Voilà, qui sont bien fixés grâce au Deltex et mes petits systèmes là, ici. Voilà, comme ça ici les fraises sont protégées. Bon, ça va accélérer le mouvement, hein, c'est sûr. Toutes les fleurs ici qui vont bientôt s'ouvrir. Hop, on a quelques fleurs sont déjà ouvertes. Pas grand chose pour l'instant. Voilà, ici une. Mais la cueillette ici, ça devrait être sympa. Je pense que là, comme on est un peu surélevé, je pense qu'on va bien gagner en confort par rapport à la cueillette à plat. Allez, je vous montre encore 2 petites choses avant la fin de la vidéo. C'est les artichauts qui sont magnifiques, qui avancent bien. On a quelques têtes qui sont arrivées. Bien sûr, j'en ai vu plein tout à l'heure. Là, j'ai du mal à en voir. Ah, ici, petite là. Hop. Hop. Donc ça c'est la deuxième campagne de production pour cela. Ils ont fait l'été dernier. Et là ici ils vont attaquer au printemps. Tiens, s'il y en a qui produisent de l'artichaut, vous me direz combien de temps vous arrivez à les faire produire de façon, enfin avec des beaux calibres quoi, parce qu'après si c'est pour qu'ils produisent et qu'ils fassent des toutes petites têtes, c'est nul. Mais combien d'années vous les gardez? Parce que il paraît qu'un artichaut normalement c'est 3, 4, 5 ans grand max de production viable, on va dire, valable. Donc vous me direz. Et dernière chose ici, la pépinière de poireaux qu'on avait semée avec le pneumatique. Et le résultat est super. Pour l'instant niveau mauvaise herbe ça va. Bon, il y en a un petit peu, hein. Pour l'instant elles sont toutes petites donc c'est pas violent, mais c'est vrai que quand ça grandit, regarde, tu vois ici t'as une renouvelliseron là. Une renouvelliseron là. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Une semaine qui aura été encore une fois bien chargée. Je pense pas me tromper en disant que la semaine prochaine le sera aussi, la semaine d'après également, et certainement toutes les semaines jusqu'à l'automne. Donc c'est bien, il y aura encore de quoi s'amuser, il y aura encore de quoi filmer, et il y aura encore de quoi passer du temps ensemble.
Semaine prochaine, j'ai pas encore du tout le programme parce que bon, je vous avoue que je suis plutôt, je peux dire que je suis en avance parce que quand je dis que je suis en avance, après j'ai du boulot qui me rattrape et puis qui me dit non t'es pas en avance, t'es plutôt en retard. Mais non, je pense pas être en retard honnêtement. Là tout est dans le planning, tout est bon. Bon, forcément, grâce à cette météo radieuse qui nous a accompagnés depuis maintenant, depuis 1 mois et demi. Hein. Donc on peut faire vraiment ce qu'on veut, on peut travailler tout le temps, donc ça c'est cool. Après voilà, maintenant comme j'ai dit, j'espère vraiment de la pluie. Alors ce week-end on aura peut-être pas grand chose, mais la semaine prochaine j'espère. 10-15 mm ce serait vraiment l'idéal, 20 si possible, ce serait top, mais bon, j'y crois pas trop. Si on a déjà 10, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, on espère un peu de pluie. Pour le programme, on verra. Je vais m'occuper du cadeau que je me suis fait. On en reparlera directement dans le début de la prochaine vidéo, je suppose. Et puis, bah voilà, c'est déjà pas mal. Donc merci beaucoup à tous. On continue de s'abonner, bien sûr. Hein, ça monte. Et puis voilà, vos likes, vos partages, et puis surtout vos commentaires, comme d'habitude. Allez, un grand merci, et puis à la semaine prochaine, à nos stocker.